cache. Sors de là, enfoiré! Ta gueule. Voilà, on va commencer comme ça, parce que comme je dois faire de la pub, il faut que je relâche un peu le tout. Et comme d'habitude, je fais le jingle derrière. Voilà, fais le jingle derrière. Donc, nous sommes sponsorisés, les fous, par Zencastr, notre logiciel d'enregistrement de podcast. Nous avons donc un code promo que vous pouvez trouver dans la description pour 3 mois à 30% quand vous prenez le pro. Merci Zencastr et pardon famille, tout ça. C'était trop bien. C'était bien, c'était parfait. Bon. Et voilà, le crossover improbable. On a déjà commencé. Foreshadowing. Voilà. Teasing. Ooh. Ouais, c'est ça. On fait vraiment du foreshadowing un mois à l'avance, histoire de bien placer les trucs. Le pétard mouillé à la fin. Bon, épisode 14 de la saison 7. Moi, j'ai pas de pétard mouillé. Hein, mais... Bah écoute, si on va à la piscine, tu peux avoir ton pétard mouillé. D'accord. C'est quoi cette blague? Ça me fait tellement nulle part. Non mais non. Et si. Et pourtant, si. Et pourtant, il l'a fait. Il pensait pas qu'il pouvait le faire, mais pourtant, il l'a fait. Parce que rien ne lui résiste. Rien du tout. Sauf l'équipe de Monsieur Seri and Friends. Oui, effectivement. L'équipe composée aujourd'hui de Cécile, Élodie et Florian. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait un peu la Macédoine de légumes, en fait. Salade composée. Composée. Voilà. Et tout ça a décomposé au bout d'un moment quand même. Parce que, Personne n'a de la famille en Macédoine, d'ailleurs. Non, pas que je sache. Non. D'accord. Non, pas du tout. Ok. Ni en salade de fruits. Joli. Joli. Et un petit clin d'œil à Olivier qui boit des barbares à Tel Aviv. Moi, je bois des barbares chez moi. Mais moi je les trouve au magasin. Voilà. Boum. Bon, alors, comment allez-vous tous les trois? Bien. Oui. Tu vois? Bon, on a quand même dû regarder un pilote qui fait souffrir, quoi. Enfin, je veux dire. Oui, c'est vrai. Je suis le seul de l'équipe à pas avoir souffert, en fait. Je tiens à le signaler. C'est vrai. Pas tant souffert que ça. Ça aurait duré la moitié du temps, ça aurait été mieux, mais après, bon. Puis bon, c'était pas si sexy que ça, finalement. J'étais un peu déçu. Moi, j'ai été suffisamment choquée, hein, t'inquiète pas. Moi aussi. Pendant les 3 quarts des scènes, j'étais mais ils sont sérieux? Oui. Ah non, mais là... Je Plan trouve que... fesse, Et en plan fait, boobs. c'est ça. Et je trouve que même le doublage, puisque perso, je l'ai vu en VF, je pense que tout le monde autour de la table a vu en VF, je pense que la VF rattrape de genre 10% la nullité générale, en fait. Je pense qu'en VO, ça serait pire. C'est pas faux. C'est pas impossible. Je crois même qu'à un certain moment, j'ai entendu le chef Hop crier les plan boobs. La fesse. Le cul. C'était dans l'autre version audio que je vous ai pas passé. Avec les commentaires du réalisateur. Voilà. C'est ça. Non, par contre, on a eu droit à un début de pub pour Mentos. Parfait. Et on a eu un début de pub pour TéléZ, en fait. J'adore les... Oui, et TéléZ. Ouais. Alors, moi, j'ai pas regardé cette version-là, du coup. Ah non, c'était une version d'M6, donc on avait le M6 d'époque dans son jus, quoi. Non, pas dans son jus. Dans un jus recadré en 16/9, Frédéric. Il faut être précis, en fait. Oui, on est passé du 4 tiers, en fait, avec tout le monde qui a des visages rectangulaires, en fait. Ouais, mais ça, il suffit de le changer, enfin... Oh là là, bref. Bon, on a regardé Agence Acapulco. Voilà, on a fait ça. Pulco Citron. Merci. Tu ne connais pas la pub. On va jamais s'en sortir, franchement. On va jamais s'en sortir. Jamais. Mais à part ça, qu'avez-vous regardé qui ne soit pas dans vos recommandations de tout à l'heure, Cécile? J'ai regardé Love is Blind sur Netflix, la saison 2 US et la saison 1 Japan. Et si vous voulez abandonner tout espoir en l'amour, regardez ça.
Non, non, c'est divertissant. C'est du programme pour ceux qui, je sais pas si vous connaissez Love is Blind. Non. Donc c'est une émission de télé-réalité qui avait déjà eu une saison sur Netflix, une version US. La saison 2, effectivement. Voilà. Et il y a eu une version Brésil aussi. Et ce sont des gens qui se rencontrent dans ce qu'ils appellent des pods. Donc ce sont des pièces séparées par un mur. Donc on a un garçon d'un côté, une fille de l'autre. Non, pas les podcasts, c'est juste des pods. Des pods. Et donc, mais c'est un peu comme des podcasts, ils ne font que s'entendre, ils ne se voient pas. Donc, ils se séduisent rien qu'avec la voix. Et en une dizaine de jours, il faut qu'il y ait des propositions de mariage. Et une fois qu'ils se sont demandés en mariage, ils ont 3 semaines de vie commune pour voir si vraiment, oui ou non, ils vont se marier. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, c'est que du drama, c'est tellement bien. En fait, c'est tourner manège, mais c'est encore plus laborieux, en fait, parce que t'as 3 semaines ensuite de tournage, en fait. C'est ça. Et t'as pas Charlie Oleg, en fait, qui vient faire le petit piano-bar, etc. Non, mais dans la saison 1, vraiment, ça picolait beaucoup. Dans la saison 2, c'est un peu plus calme, parce que vraiment, il y a des gros dramas. Il y en a une, notamment en saison 1, qui est très, très alcoolisée régulièrement, et ça se voit et ça s'entend. La pauvre, et donc ça crée beaucoup de drama, donc c'était assez divertissant, mais je la plaignais énormément. Là, en saison 2, on a juste du drama, c'est très bien. Et sinon, il y a la version japonaise, et beaucoup plus soft. Je dois avoir compté 2 bisous sur l'intégralité de la saison, alors que dans la version US, évidemment, ça couche à tout va. Et c'est beaucoup plus pur et tout mignon. Et c'est 2 expériences totalement différentes, même si le cadre est le même. Donc c'est assez intéressant, comme sociologiquement à regarder. Et je tiens encore à présenter mes excuses pour les auditeurs de Monsieur Serial Friends qui sont nés après 1997 pour ma référence à Charlie Oleg, en fait. Ils n'auront rien pigé. C'est qui? C'est l'inventeur de la télé OLED. Voilà. Si vous avez moins de 25 ans, il est très 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 probable que vous ne pigez rien. En fait. Déjà, t'as parlé de tourner manège. Je crois qu'on est un peu mort. Hein. Voilà, parce que je tiens à m'ajouter personnellement. J'ai 35 ans, je vais bientôt en avoir 36 en fait. Donc j'ai l'éventail de référence en fait qui commence à être très 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 daté. Voilà. Mais il n'y avait pas eu une version pendant 2 mois, genre pendant l'été, avec c'était Koei qui avait fait ça à un moment donné, non? Peut-être. Ah oui, il y a une espèce de reboot que personne n'a demandé, que personne n'a voulu, quoi. Donc bon, Elodie. Moi, en ce moment, je regarde Maid sur Netflix. Pas trop de bonne humeur. Voilà. C'est pas Pump It Up. Non, pas tellement. On en a déjà parlé ici, non? Ouais. Ouais. Bah, écoutez le podcast, du coup. Et voilà, salut, démerdez-vous. Voilà. Bisous. Non, mais allez, salut mon pote. De quoi ça cause, Maid? C'est une jeune mère de famille qui se barre loin, enfin elle essaye, loin de son copain qui est un peu trop porté sur la picole et devient un peu trop violent. Ouais. Et voilà, c'est son combat pour garder sa fille et le dégager lui. Et ouais, c'est pas très marrant, mais c'est vachement bien comme série. Du coup, c'est une série Quali, mais est-ce que c'est une série Kali? Puisque c'est Margaret Qualley qui est l'actrice qui joue dans la série. Ouais. Bien joué, ouais. Ouais, moi j'en avais une autre. Hein. Quelques secondes encore et on avait la Minute Med. C'est très boisson ce soir. Hein. Oui. Oui, mais là ça va. Vous voulez que je rechante? C'est boisson non alcoolisée, hein, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui, la barbare, il n'y a pas d'alcool là-dedans. Non. C'est de la bière. C'est des bulles. C'est des bulles. C'est un sirop de houblon. Quel est le sponsor de ce soir, Frédéric? Zencaster. Ce qui veut dire que tu attends vraiment un sponsor de bière. Ben voilà. Par contrat, je ne peux pas dire qu'est-ce qu'on nous a proposé, mais. Ok, le sponsor officieux, la bière que tu as en main en fait, puisque c'est la Brasserie Lefebvre, c'est la barbare. Voilà. Et dans son verre, barbare. Un barbare. Bière au miel. Barbare l'éléphant. On me l'a fait ce matin sur Twitter, on a fait un montage photo, Babar l'éléphant, Babar la bière. Non, je ne tromperai pas ma trompe dans de la bière. D'accord, personne ne te le proposait. Mais trop de références trompes jusqu'ici, vraiment. Voilà. Comme Donald. Ça me met en pétard. Aïe. Bon, Florian, et toi?
Eh bien, moi, j'ai regardé une docu-série qui s'appelle Genius. Tu veux que j'en parle maintenant? Non, on en parlera tout à l'heure. On parlera Mais tout à à part l'heure. ça, il n'y avait rien d'autre? Mais à part ça, je crois que j'ai vu des séries dont je vais parler samedi sur CNET en fait. Donc la série la plus intéressante que j'ai finie pour l'occasion, c'est une splendide série d'animation italienne qui s'appelle À découper suivant les pointillés, qui est faite par un auteur de BD qui s'appelle Zero Calcar, qui est sorti mi-novembre sur Netflix Ouais. et qui est vraiment génialissime. C'est très créatif, c'est très 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 rythmé. Tu t'ennuies pas, le mec est totalement déjanté, etc. Mais il est aussi très très attachant par moment. Vraiment, enfin, moi je savais qu'il y avait du potentiel, mais là ce que j'ai regardé ce week-end me l'a fait confirmer. Ouais, et c'est doublé par Donald Renou en français. Ah, mais je ne le savais pas. Eh ben si, parce que moi j'ai regardé la série aussi. Mais en VF. Mais j'ai regardé en VF parce que voilà, j'aime bien la VF et vous le savez. Et puis Mais, quand c'est Donald Renou qui double. Non mais en italien c'est un débit de mitrailleuse en fait. J'ai jamais vu un mec imposer son propre rythme de parole à la série quoi. C'est Ouais. Mais voilà, c'est vrai que ça c'est déjà disponible sur Netflix et vous pouvez y aller. C'est toujours pas renouvelé. J'ai été faire du Google Translate en italien pour savoir si ça avait été renouvelé, puisque j'ai malheureusement fait LV3 allemand. En fait, on peut pas être parfait, hein. Mais voilà. Eh oui, l'allemand, l'italien, C'est deux ça. langues si séparées. C'est ça. Bon. 36 voilà. ans, 36 ans, LV3 allemand, j'ai rien pour moi, quoi. J'ai fait allemand aussi, tu sais. Mais c'était LV2. Oh, c'était élevé voyage allemand où on a réussi à faire l'Oktoberfest. Donc Bien. voilà. Bien. Donc c'est LV2 avec potentiel LV1 1,5. Élever le coude surtout. C'est ça. Voilà. La langue fut vivante. Oui. Et puis endormi. Et puis on baignait. Oui. J'ai des souvenirs qui remontent. Bon. Les souvenirs. Bon, par contre, les souvenirs, là, ils sont quand même relativement frais, contrairement à la série dont on va parler. Ouais. C'est Agence Acapulco, et donc qui s'appelle Acapulco Heat, donc H.E.A.T, parce que faut bien préciser, c'est pas Heat la chaleur, c'est un acronyme, et c'est une série franco-américaine. Ah oui, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est incroyable, ça a été aidé par le CNC, quoi. Ah, mais ça, je le savais depuis le départ, en fait. Je ne connais rien de la série, mais j'avais bien repéré que c'était coproduit par M6. Et donc, c'est une série qui a été coproduite et donc diffusée sur M6. Et donc, je dois la confondre avec une autre série qui passait sur TF1 très tard et qui était un peu aussi sulfureuse. Beaucoup plus que ça, d'ailleurs. Donc, il va falloir que je la retrouve, cette série-là, parce que c'est ça que je voulais voir, moi. Ah bah Je voulais voir des culs, moi. Il n'y avait pas assez de boobs. Non, mais c'était plus sympa. Voilà, là, c'était un peu... c'était un peu la redoute page bikini, quoi. Ça n'est pas les dessous de Palm Beach, du coup. C'est autre chose. Si. Ah, ben Pourquoi voilà. tu lui dis ça? Maintenant, il va nous le faire regarder. Ah non, moi, je veux pas voir ça, moi. Ah, je le regarderai avant de vous le faire regarder. C'est vraiment ce que je voulais. Je rappelle que je regarde mes pilotes sur Twitch. Hein. Non, mais on a d'abord une chaîne ban. On a d'abord le flic de la mafia, dans la mafia qui est là, qui attend. Donc, c'est ça. Et donc, niveau production, il faut savoir que derrière la production, il y a M6, il y a le CNC, il y a plein de monde, mais aussi une marque, Balenciaga. Ouais. Ils ont fourni les maillots de bain, quoi. Bah oui, effectivement. Donc c'est une série qui est créée par Max et Micheline. Oui. Keller. Oui. Ah mais je reviendrai sur eux après, vous inquiétez pas. Donc 48 épisodes, 2 saisons, des épisodes de 42 minutes. Le pilote est un double épisode, hein, donc on en avait pour une petite heure 20. Ça date de 93, donc 93. Et puis après, c'est parti en syndication, comme ils disent, parce qu'ils ne savent plus quelle chaîne s'est passée aux États-Unis. Si, c'est passé aux États-Unis. Non, je crois que c'était produit à la destination de la syndication, en fait, comme Hercule, comme Xena, comme Andromeda, etc. Hein, Et comme VIP, alors probablement. Parce que VIP aussi, c'était on n'avait pas syndication. trouvé de chaîne. Ouais.
Et donc, ça devait durer qu'une seule saison. Et c'était bien assez. Voilà, mais il y a une suite qui a été tournée 3 ans plus tard. C'est ça. Pour le marché européen. Et tout le monde s'est barré. Et la seconde saison ne sera diffusée que encore 2 ans plus tard aux États-Unis. Donc genre, la série est terminée depuis un bon moment, mais allez, on va le mettre là-bas, on verra bien ce que ça fera. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire HEAT ? C'est Hemisphere Emergency Action Team. Voilà, ce sont des services secrets, une agence de services secrets donc basée à Acapulco, qui est spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur eux, parce que c'est tout ce qu'on peut vraiment savoir. Alors, juste, Hemisphere Emergency Action Team, en fait. Sur la Terre, il y a 2 hémisphères, en fait. Donc déjà, dans l'acronyme, tu ne sais pas quel hémisphère c'est. Ensuite, il y a beaucoup de pays et beaucoup de continents qui appartiennent à un hémisphère ou l'autre hémisphère, et il y en a beaucoup qui appartiennent aux 2 hémisphères, en fait. Donc, c'est un acronyme qui ne redirige vers rien du tout. Non, mais il fallait trouver des mots pour les initiales. C'est comme Shield, hein, on s'en fout de ce que ça veut dire, ça fait bouclier, c'est bien. Ben là, c'est pareil, fait cul. Mais le T, en fait, c'est pour team, alors que c'est une unité antiterroriste. Voilà. Donc, voilà. Alors que bon, H, ils auraient pu mettre Hot, c'était pas mal. Hein. Hot Emergency Action Team, voilà, pouf. Ça passait bien. Non, allez, cherche un mot en H. Hémisphère. Hélium. On se déplace en ballon. Hémorragie. Hémorroïde. Aïe, 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 aïe. Et là, justement, ils sont en pleine mission. Nous allons faire la préparation H. Après la bombe H. Ah non, je ne veux pas. Et donc, là-dedans, il y a un niveau comédien, et puis je te redonne la parole, Florian. Merci. On avait, dans les plus connus, parce que globalement, le reste, il y avait Alison Armitage et Michael Worth qui étaient là-dedans. Alison Armitage est une playmate, et c'est pour ça qu'elle a été embauchée. Voilà. Et la raison pour laquelle je le sais, c'est puisque voilà, j'étais un adolescent très très hormonal, et je le sais. Et donc, et dans tout ça, on avait aussi Fabio Lanzoni. Le meilleur d'entre nous. Non, mais il a pas. Ah, c'est pas Fabio Salsa. C'est juste Fabio. Oui, il était écrit juste Fabio. Son apparition dans le générique est juste exceptionnelle, en fait. C'est que le mec, il signe un contrat et il répond au truc, et il est là et il prend la pause, en fait. Il faisait déjà des stocks vidéo à ce moment-là. Ouais, non, mais c'est ça qui est génial, en fait. Tu vois, tu as dit, bon, faut... Avant de tourner sa séquence dans le générique, c'est dit, bon, faut que j'ai l'apparence d'un boss, etc., parce que je suis une grosse ressource pour la team. Qu'est-ce que je fais ? Ben, je signe un contrat, je décroche mon portable, et après, je prends la pause, en fait. Alors que pendant tout l'épisode, il fait que c'est magique, draguer, et apparaître de nulle part. Oui, il apparaît de nulle part à chaque fois, et c'est lui qui règle un peu toutes les situations qui pourraient être un peu chiantes. Non, laissez-les rentrer. Non, c'est bon. Oui, faites ça. Oui, et sur la fiche série, en fait, son personnage s'appelle Claudio, mais comme Fabio, il n'a pas de nom. Voilà. Donc, je pense que c'est l'acteur qui a eu les négociations les plus dures pour apparaître dans la série, en fait. C'est 1, je dois apparaître comme un boss dans le générique. Petit 2, il faut que mon personnage n'ait pas de nom de famille parce que je m'appelle juste Fabio. C'est franchement, hein, voilà quoi. Enfin, c'est niveau Bryan Cranston, hein, tu vois. Tu peux pas débarquer dans tu peux pas débarquer dans la série n'importe comment, quoi. Bah, ils ont le même futal déjà. Et possible. Alors, notre cher Michael Worth, qui fait partie des noms un peu plus connus, qui joue le rôle de Tommy Chase, est doublé en français par Emmanuel Curtil. Ça s'entend pas du tout. Et donc, ce qui est bien, parce que quand on aime la version française, on entend sa voix, on est là, oh, ça va, c'est bon. On est à la maison. On est à la maison, c'est bon. Je le connais, lui. Il y a du vrai doublage quali, en fait. J'ai vraiment l'impression que les... Ouais. C'était, franchement, vu la qualité d'écriture de la série, le doublage s'en sort quand même vraiment très très bien. Ça, là-dessus, on peut pas dire. Mais bon, c'est une série qui aura tous ses épisodes nommés en codename quelque chose, parce que bon,
voilà, c'est plus cool de dire on a des noms de code pour nos épisodes. Ça fait un secret. Voilà. Et donc ici les jeux de mots de VIP. Hein. Ici c'était checkmate, donc échec et mat. Voilà. J'ai rien compris bien, le rapport avec les échecs. Oui, bah, les échecs, Je pense que eux-mêmes ils savent pas jouer aux échecs, ils se sont dit c'est sympa. Après, vraiment, l'actrice qui était la plus connue à l'époque, c'était Catherine Oxenberg, qui a joué dans Dynasty auparavant. Voilà. Qui était doublée par Emmanuel Bondeville, qui joue donc le rôle de Ashley Hunter Coddington. Et donc tous les noms qui aura pris la peau d'escampette en fait entre la première et la deuxième saison en fait. Donc, elle a bien fait. Oui, je pense qu'elle a bien fait, effectivement. Et donc, ça parle d'une agence qui essaye de combattre les terroristes. Et là, on a une... Comment expliquer ça? Je sais même On a pas. des catcheuses en Eyes Wide Shut qui c'est le terroriste qui sont déguisés, les catcheuses, et lui, il est en diable. Oui. Qui font du catch pour rien du tout. Pour passer au-dessus d'un corps, il faut une pirouette. Mais bon, il n'y en a même pas qu'une. Les 15 premières minutes sont exceptionnelles. Alors, les mouvements de cap, par contre, c'est quand même du grand art. Oui. Ah oui, il y a beaucoup de mouvements pour rien. Ça brasse de l'air, ça brasse de l'air et ça brasse de l'air. Et donc, il fait chaud à Acapulco, faut ventiler. Hein. Ils essaient de terroriser et ils se font un peu maraver par cette équipe. Ils sont pas contents, donc ils vont revenir. Et là, il y a une princesse. C'est bien ça, une princesse? Oui, c'est une princesse. Une princesse de je sais plus quel pays d'ailleurs. Je crois que c'est même pas dit en fait. C'est pas dit, hein. Non, c'est une princesse. Il y a une princesse d'Extrême-Orient parce que voilà. C'est Peach. Non, je pense que c'est Stéphanie de Monaco de Aldi. Voilà. Ah, c'est un peu ça. Ouais. C'est possible. Elle arrive comme un ouragan, elle aussi. Qui est là pour faire un défilé de maillots de bain. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'agence se cache dans un hôtel. Leur couverture, c'est l'hôtel. Il n'y a rien qui va. Non, mais c'est pour ça qu'il y a une princesse qui fait un défilé de maillot de bain à cet endroit-là. Sinon, t'imagines la base ultra secrète et t'as une princesse en maillot de bain qui fait des défilés dedans, ça marche pas. Et c'est caché dans un hôtel, mais ça ressemble à une cave, genre la Batcave, mais des Mayas. Ouais, des Mayas. C'est Mayas ou des Mayas aztèques. Des aztèques, non, c'est les Mayas. Enfin... Des pastèques, voilà, c'est une grotte pastèque. Une grotte pastèque. Et donc, au milieu de tout ça, il y a des plans sur Acapulco, il y a des petites courses-poursuites, il y a des combats, et on essaie des bikinis, beaucoup de bikinis, et on essaie de raccrocher un peu les wagons pour savoir qui fait quoi. Ah non, mais ils sont 15 dans cette agence, mais j'ai pas compris qui était quoi. Enfin, il y a une geekette qui fait de l'ordinateur, et c'est à peu près la seule que j'ai réussi à cibler. Cécile, le générique, il t'explique tout bien, en fait. Mais ils sont trop! Mais c'est comme ça que j'ai su que Fabio était censé être un boss, en fait, tu vois. C'est uniquement ça. C'est Fabio, il est dès le départ, tu le vois en position super en Apollon et tout, et après tu le vois en train de faire les préparatifs de l'hôtel, en train de dire voilà, c'est mon plaisir d'être l'agence. Toi, tu rentres pas. C'est lui, c'est ça. Non, mais c'est lui à la fin qui est un élément clé, parce que si les deux n'arrivent pas dans la pièce, ils arrivent grâce à Fabio dans la pièce où se trouve la bombe, en fait. Avec leur petit couvert, etc. et tout. En même temps, ils débarquent en même temps. Ils débarquent avec un énorme couvert, etc. Avec un énorme couvert. De manière super pas discrète, devant le mec qui fait un speech. Là, la nana, elle ramasse la valise et ils se barrent, en fait. Mais tout le monde les voit. Tout le monde les voit. Alors, non, mais attends, ça c'est drôle. Mais le truc, justement, par rapport à la bombe. Donc, la bombe est cachée dans une piñata. D'abord. La première. La première. Cette piñata, elle est faite par un autochtone. Oui, qui se prend la gueule pendant qu'il fait une bombe. C'est ça, un Mexicain en fait. Non, mais il est très content. Il est très content de toucher l'argent du Nana de Strike en fait. Est-ce qu'il touche que l'argent? Mais non, mais... Malheureusement, oui, parce qu'en fait, je pense qu'il se fait abattre comme une merde. Je pense qu'il aurait bien aimé avoir autre chose, quoi. Non, mais justement, c'est ça par rapport à ça. Donc, le gars, il fait cette bombe-là, il reçoit l'argent, il a l'air tout content, tout guiré de faire cette bombe. Il a un flingue juste devant lui, il continue à rigoler. C'est à peine s'il n'est pas en train de dire « Ah, ça chatouille !» et puis il meurt. Non, mais...
Il est content, Gaëtan. Écoute-toi. Il y a rien, mais rien qui va. Et le truc du tout début où cette espèce de couple, oui, c'est un espèce de couple, c'est le Jonathan et Jennifer du pauvre. Ah ouais, non, mais Non, je attends, pense que le c'était- Will They, Won't They de merde, quoi. Non, mais c'est ça, je pense oh que là c'est- là, Non, on mais fait des moi j'ai petites pensé, références, j'ai mais on pensé est à pas David et ensemble. Maddy, hein. J'ai vraiment pensé à David et Maddy, mais écrit par des gosses de 9 ans. Je pense que l'écriture de cette série, c'est l'idée que se feraient des gosses de 9 ans d'une agence d'espionnage internationale, en fait. Tout Ouais, y c'est est, ça. hein. Oui, mais c'est ça, il manque plus que les. Et puis là, il fait ça. Et on dirait que. On dirait Et que puis, c'est un gars, il fait du bikini. catch. Ouais. Et puis il y a des boobs. Non, mais c'est ça. Et le grand méchant, en fait, il fait des échecs parce que mon papy, en fait, il joue aux échecs et moi, je comprends rien. Alors, donc, il doit être trop fort. Et bien, le méchant, s'il est trop fort, et bien, il doit être trop fort aux échecs. Voilà. Et c'est comme ça que Strike, dans la série, ben voilà, c'est un expert des échecs parce que c'est comme ça qu'on sait qu'il est méchant et qu'il a juste 3 coups d'avance. C'est ça. Non, mais c'est ça. Des enfants de 9 ans, en fait, ils ont cette compréhension-là du monde de l'échec, en fait. Mais j'aime bien parce que même quand ils expliquent l'histoire du terroriste, et ben c'est un terroriste et depuis son plus jeune âge, il a fait des trucs de terroriste, alors il est vraiment méchant. Oui. Il est, oh là là, il est méchant. Il va nous On terroriser. sait même pas pourquoi. Donc, pour on quelle apprend qu'il est idéologie né. il se bat, hein, mais Non, mais c'est soit que tu n'as pas suivi. On apprend qu'il est né à Dublin, et même le mec, il est né à Dublin, mais en fait, on dit juste que c'est un mercenaire. ouais. Non, il est pas impliqué dans les rats. Non, il est juste Non, mercenaire. mais par contre, il aime beaucoup pour la les vibe, cigarettes quoi. turques. Voilà. Mmh. Ça, il aime beaucoup les cigarettes turques, c'est important. Ça, C'est c'est ça. les informations d'Interpol, hein, quand Les même. cigares turcs, effectivement. Mm. Ça sert à quelque chose. Mm. D'autant plus que le gars, il enlève son masque et on a montré la photo. C'est lui qu'il faut rechercher. Il met une casquette. Personne le voit. Tu sais, à partir du moment où t'acceptes que personne ne reconnaisse Superman avec des lunettes, bon, t'acceptes qu'une casquette, c'est bon. Hein. C'est pas faux. Mm. C'est pas faux. Mais voilà, en gros, c'est vrai que les derniers pilotes qu'on a regardés jusqu'ici, donc VIP, c'était n'importe quoi, mais Marrant. attention, je suis en train de dire que VIP, Ah, mais moi, j'affirme que j'ai préféré regarder VIP que ça. Hein. VIP se tient un peu plus dans son fil d'histoire. Là, c'est tellement éclaté dans tous les sens que tu te demandes si en fait c'est pas plusieurs épisodes qu'ils ont remis en même temps, histoire de faire un montage un peu sympa, et puis de temps en temps quelques passages plus ou moins longs sur les bikinis. Parce qu'il faut pas oublier les bikinis. Non, mais Non. surtout, c'est quand même le pilote de la série, et il ne fait pas la première action que doit faire un pilote, c'est-à-dire te présenter les personnages en présence que tu vas suivre. Ils sont 40 et t'en connais aucun. Enfin, je veux dire, je suis pas capable de te citer un prénom à part Fabio. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Et un double épisode pour ça. Enfin, je veux dire, pourquoi nous infliger ça? C'est surtout ça. Pourquoi un double épisode pour si peu d'action? Alors, ce que j'ai absolument adoré, en fait, puisque j'ai vu la VF et la diffusion d'époque de M6, c'est que donc tu as un trailer pour donc la semaine prochaine, puisque c'était censé être un double épisode, donc séparé en deux, mais le pré-générique du second épisode te spoil tout ce qui va se passer dans le restant de l'épisode. Ah bah et oui, ça, c'est bon. j'adore. Non, mais c'était même pas la semaine dernière, c'était non, cette semaine, dans l'épisode, vous allez voir. Et Voilà. Là, on te montre tout ce que tu as à voir. C'était nul. C'était Merci, nul. M6. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut Et retenir. donc j'ai appris, alors je pense que pour moi la meilleure partie de la série, et je crois malheureusement que je dis ça au premier degré, c'est le générique. C'est la musique du générique, I Feel the Heat. Voilà, et que j'ai appris ce soir, en fait, grâce à une série que je salue, que c'est interprété par Maché Pepper. Oui, j'ai rigolé pendant 10 minutes pour le jeu de mots. C'est incroyable. Voilà. De l'Eurodance, ce qui nous vient des Pays-Bas. C'est ça, et c'est de la house super. Honnêtement, la mélodie centrale, je crois que ça reste un banger, tu vois. C'est un truc, ça m'a rappelé la grosse nostalgie de 1993. Et le truc, c'est que le générique, la chanson du générique est tellement bonne qu'il te le refoute à un certain moment, et le reste des thèmes n'est absolument pas à la hauteur. Et c'est des Français qui écrivent la musique. C'est fait par les Français.
C'est français. C'est français, monsieur. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on a regardé là? Vous voulez un truc Oui, drôle et bien, parce que là, je pense que globalement, niveau critique même de l'épisode, c'est que déjà, on a galéré à comprendre ce qui se passait, Oui. à comprendre On s'est emmerdé. pourquoi ils ont fait ça. Non, moi j'ai tout compris, mais j'en avais rien à foutre en fait. Oui, je pense que eux aussi. Voilà. Mais par contre, et puis je te donne la parole, Elodie, mais effectivement, je vais vérifier en même temps, c'est bien les dessous de Palm Beach dont je parlais, mais attention quand même, c'est du haut niveau. C'est Stephen Jane Cannell. Stephen Jane Cannell, il y a 8 saisons. Ouf. Donc je pense que là, on est dans un niveau là, très haut, hein, vous le voyez pas, mais très très haut. Les dessous de Palm Beach, c'était diffusé par USA Network et en gros, c'est aussi le brouillon de ce que va devenir USA Network avec, enfin, post-Monkey Dead Zone quand ils vont faire Burn Notice, Suits, Royal Pains, etc. C'est voilà les héros qui sont en Floride, qui sont au soleil, etc. C'était d'abord sur CBS. Ouais. Mais USA Network ont repris le truc. Ouais, voilà, exactement. Et donc, comme ça, vous le savez, et vous savez très bien ce qui va se passer. C'est qu'on l'aura pas tout de suite, mais vous allez l'avoir, le pilote. Vous le savez très bien. Voilà, ça met en scène les enquêtes d'un couple de policiers. C'est pour ça que j'ai pensé à ça, parce que c'était un couple, et là aussi, on a encore un couple, duo d'enquêteurs sur des crimes sordides dans les milieux huppés de Palm Beach, en Floride, des crimes liés en général au sexe, à l'argent et au pouvoir. Et oui. C'est un épisode d'enquête exclusive à mes yeux, hein, mais... Voilà, mais je pense que ça va faire partie des séries que je vais mettre de côté pour les découvrir correctement. Et je pense que la musique du générique des Dessous de Palm Beach est supérieure à celle de Agence Acapulco. Mais c'est vrai qu'Agence Acapulco, je m'en souvenais plus, et je me dis, ah mais ça tient toujours la route. Tout le reste est n'importe quoi, mais ça tient toujours la route. Ils le savent parce qu'ils le mettent dans tous les sens. Ouais. Voilà, donc, Elodie, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant? Oui, parce que du coup, on a regardé l'épisode, et puis à chaque fois, on a une petite tradition quand on regarde des merdes comme ça, c'est qu'on regarde le cast, et puis on compte combien de carrières ça a brisé, quoi. Bon, bah là, évidemment, toutes. Et du coup, tu l'as dit, c'est créé par Max et Micheline, là. Donc j'ai été regarder ce qu'ils avaient fait d'autre. Max et Micheline. Et alors, bon, c'est ça ou un truc de porno, quoi. Oui. Merci Micheline. Merci Frédéric également. Et donc on a été regarder ce qu'ils ont fait. Alors dans l'ensemble pas grand chose, mais alors déjà à la demande unanime de mon chat, ils veulent qu'un jour on regarde Tarzan. Voilà. La série de la WB. Ouais. Wow. Et alors, pourquoi ils t'en veulent? Je le dis tout de suite, et tu pourras le répéter lors des prochains visionnages. Si jamais vous voulez nous proposer un pilote, peu importe lequel. Faut payer. Non, faut pas payer. Vous nous proposez un quiz. Ok, je leur dirai. Point. Ne vous me proposez pas comme ça gratuitement. Non, faut travailler un peu. Parce que nous, on souffre. Vous travaillez. C'est vrai. Donc non seulement ça, et puis après j'ai regardé quand même, parce qu'ils ont surtout fait de la production, hein, pas tant d'autres choses. Mais alors par le plus grand des hasards, je clique sur un film, parce qu'ils ont beaucoup aussi fait de téléfilms, donc ça on s'en fout. Mais ils ont fait Voyage of the Rock Aliens, qui est un film, qui est une comédie musicale, qui sent très très fort les années 80, mais qui a l'air génial. Alors, pour vous expliquer un peu, c'est une comédie musicale, mais dans un style rock, parce que c'est dans le titre. Et en fait, il y a des aliens qui débarquent sur Terre, parce qu'ils cherchent la source du rock'n'roll. Et c'est kitsch à souhait, mais ça a l'air génial. Donc voilà. Je cherche la source du rock'n'roll. Voilà, donc on va le regarder. Ils ont un vaisseau spatial en forme de guitare. Voilà. Non mais si vous avez attendez, parce que si vous avez l'occasion, regardez le trailer, il est génial. Et surtout, leur meilleur argument, c'est que dedans, il y a Jermaine Jackson. Alors là, toi, ça fait ouf. C'est ça. Est-ce qu'il y a pièce d'Adora? non, mais ça aurait pu. Ah, d'accord. Est-ce que c'est le film avec... comment il s'appelle encore là? Il y avait un film un peu bizarre où il était alien, c'est un film français de Jean-Jacques Demy. Merde. C'est pas Parking ou un truc comme ça? Je sais pas. Il y avait un truc bizarre mélangé comme ça. Enfin bref. Donc Rock, Alien, c'est ça?
Vu que c'est la Voyage famille of de the Jean-Baptiste. Rock Alliance, mais oui, le titre français c'est Rock Alliance. Et il est Alors- sur YouTube si vous voulez le regarder. Ouais, donc pendant que moi je suis en train de regarder Cop Rock, ça ira très bien. Ça va très bien se mélanger. Ça va avec. Bon, par contre, L'invasion des coprophages. les dessous de Palm Beach, je les ai trouvés en français et en anglais, l'intégrale. Parfait. Excellent. Ça va, ça va. Le pilote, il dure 42 minutes. Oh, bon, ça va. Ça C'est va un mieux. épisode classique. Et Ça pour va le- nous paraître pour le- court à côté. Pour le plaisir de voir le logo Stephen J. Cannell qui a percé. Ah ouais. À la fin. Jette la feuille, jette la feuille. C'est ça. Sachant que, je pense que je l'ai déjà dit, mais à chaque fois que le temps passait, dans ce petit truc où il tape à la machine et il jette sa feuille, si tu regardes derrière lui, il y a tous les prix qu'il a gagnés qui grandissent. En fait, il y en a de plus en plus derrière lui. Trop bien. Donc le truc, c'est qu'ils ont refilmé cette séance autant de fois mais qu'il y avait de nouveaux prix. Quoi. C'est ça, je pense qu'il change de tenue sur certains trucs et tout ça, donc de saison en saison, quoi, tu vois. Le mec, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je suis acteur, moi, je joue le générique, enfin le post-générique. Et en fait, le seul producteur qui pourrait se permettre de faire un générique à la Stephen J. Cannell, actuellement, ça serait Greg Berlanti. Greg Berlanti, il a assez de prix, il a produit assez de saisons pour pouvoir refaire ce genre de truc. C'est pas faux. C'est pas faux. Enfin, voilà. Les dessous, non. Agence Acapulco. C'était une erreur. Voilà, retenez juste le générique. Et puis c'est tout. Ce sera déjà pas mal. Ne vous faites pas ça. On l'a fait pour vous. Ne refaites pas ça chez vous. C'est fait par Cette des cascade a professionnels. été faite par des professionnels. Ne la faites pas chez vous. Exactement. Par contre, on a vu des choses qui étaient peut-être plus recommandables. Enfin, je l'espère en tout cas. Et donc, Cécile, toi, tu as regardé The Endgame. The Endgame. Ouh. Mais Nouvelle... c'est pas un film de Joe Russo et... Non, tu confonds. Ah. Là, il n'y a pas de... On claque pas des doigts. Côté, c'est ça, c'est à côté. Par contre, j'oublie tout ce que je devais faire. C'est la pub. Générique. Ouh, la pub. Merci, c'est gentil. Parce que j'ai pas envie de refaire du montage, donc je le fais à la bouche. Comme on reste dans le Rodens à la bouche. Ah non, c'est pas on peut te faire un beat de Rodens derrière. Non, oui, non, ça ira. Donc, Zencaster.com nous sponsorise jusqu'en avril, comme ça vous le savez. Merci beaucoup. Donc, c'est un logiciel qu'on utilise. Ça devient quand même très fort là, par contre. On utilise depuis maintenant presque 1 an et demi. Bientôt, ça fera 2 ans, à force de le faire, de le dire. Donc, on peut enregistrer l'audio, la vidéo, faire le montage, tout ça, mettre du son quand on paye l'abonnement. Et donc, vous avez 3 mois à 30% pour cet abonnement. C'est très difficile. Via le code promo qui se trouve dans la description. Donc, je ne dirai plus ce que c'est parce que... Quel feel to it. Ah, c'est dur de faire de la promo pendant qu'il... Parce que pendant qu'il y a Florian qui nous fait son human beatbox et qui... Ça, vous pouvez mettre des sons ou vous pouvez avoir un Florian qui fait les sons pour vous en back. Qui fait la boîte à beats humaine. C'est ça. Et comme téléphone, je la tiens dans ma main. Voilà, donc The Endgame, nouvelle série de NBC, dont le premier épisode a été diffusé le 21 février. C'est une série, on va dire, c'est Blacklist, mais avec une fille. C'est vraiment... Franchement, c'est ça, quoi. Le résumé, c'est Blacklist avec une fille. Ah non, mais vraiment, tu remplaces, c'est quoi, c'est James Spader, je sais plus son nom, qui est dans The Blacklist. Oui. Tu le remplaces par Morena Baccarin, et c'est le début, c'est la même chose, hein, on amène au FBI, c'est ça. On amène au FBI une personne très recherchée, un criminel,
Criminal Mastermind. Et donc là, c'est donc Morena Baccarin qu'on a vu dans V, dans Stargate, dans Gotham, qui joue dans Firefly aussi, qui joue magnifiquement bien la brune, un peu secrète, mais qui peut se dévoiler un peu. Enfin, j'adore Morena Baccarin, elle est magnifique. C'est essentiellement pour ça que j'ai rajouté la série sur ma liste, je vous l'avoue. Ah, oui. Et donc, elle est amenée au FBI. Et elle va être interrogée parce que ils sont super fiers d'eux, ils ont réussi à l'attraper alors que oh là là c'est vraiment un gros cerveau donc c'était compliqué et puis on va se rendre compte que dans une autre vie c'était aussi un lézard puisque Morena Baccarin c'était aussi la reine des lézards. J'ai dit dans V mais il n'avait pas les écouteurs, il était parti chercher voilà, moi, pour moi, dans mon cœur, c'est la fille de Vala et elle est avec les Ori et tout. Enfin voilà, c'est Stargate quoi. Et elle va ici. Et elle va là. Et bouge plus. C'est un autre rôle. Et donc voilà, le FBI est super fier de lui, on l'a capturé. Son nom de criminel, c'est en russe un truc qui veut dire Blanche-Neige. Sauf que, on s'en doute très légèrement que ce genre de nana, si elle est là, en plus elle est dans une magnifique robe bleue de soirée. C'est pas tant ça, c'est que, si elle est là, c'est peut-être qu'elle l'a choisi, en fait. C'est peut-être pas eux qui sont plus malins. Et elle leur dit assez rapidement, avec un stratagème assez sympa, qu'ils se rendent compte que, on a peut-être fait une connerie en l'amenant là. C'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Et face à elle, dans l'histoire, on aura une agent du FBI qui a des petits problèmes personnels du genre son mari a fait des petites bêtises qui lui valent d'être emprisonnée et tout le monde pense qu'elle est complice alors que non, c'est elle qui l'a dénoncé. Donc c'est pas voilà. Et on se rend compte que si son mari est en prison, c'est peut-être pas pour rien. Et il y a peut-être un lien avec cette dame qu'elle a déjà croisée par le passé, dont elle a compris que la nana, elle est intelligente et que peut-être il faut se dire qu'elle a plein de coups d'avance. Et évidemment, c'est là où ça jump the shark un peu, c'est que elle arrive à la seconde, non, mince, je n'ai pas pu rentrer dans le prochain endroit qu'elle va attaquer, mais sur la porte, il y a marqué « tu avais raison ». Ouais, c'est un peu too much quand même. On sait exactement ce qui va se passer à la seconde près. Et la façon dont tu l'expliques, j'ai l'impression de voir K et Olivier qui vont me dire le méchant, il a porté un anorak, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est pas vendeur, hein. C'est quand même non, mais c'est compliqué. Non, moi j'aime bien parce que c'est le. Moi, j'aime bien les plans qui se passent sans accroc, voilà, les trucs à la Leverage, où t'as pas toutes les infos au départ, et tu découvres au fur et à mesure que les gens sont beaucoup plus intelligents que toi et qui mènent tout le monde en bateau. Sauf que, voilà, il y a le réalisme, il y a l'irréalisme que tu es d'accord d'accepter. Et là, ça va vraiment très très loin. Après, c'est parce que c'est le pilote et qu'il faut montrer que vraiment, elle a vraiment un très très gros cerveau. Mais moi, ce que j'espère, c'est que dans les épisodes qui viennent, il va y avoir des petits grains de sable dans la machine, parce que si tout se passe bien, pour elle, au bout d'un moment, si c'est le méchant qui gagne, ça marche pas. Il faut que les gentils arrivent à avoir un peu de répondants. Donc voilà, ça va être la relation surtout entre les deux qui va être intéressante à suivre. Et puis Morena Baccarin, elle est jolie. Et donc tout ça se trouve sur NBC. Ok. Votre tonton américain pourra vous donner des liens pour. Comme quand tu regardes une série sur TV Time et qu'il te demande sur quelle plateforme tu l'as regardé, il te propose toutes les plateformes, plus à côté un petit squelette avec un bandeau de pirate, quoi. Pirate Bay. Voilà. Non, c'est une petite icône. Non, voilà, il faut votre ami NordVPN ou voilà. Les pirates. Voilà, mais pas les pirates de Taika Waititi. Voilà. J'ai pas la ref. Our Flag Means Death. Voilà, une série HBO Max qui est arrivée la semaine dernière. C'est ça. C'est ça. Oui. Que j'ai pas encore suffisamment de recul pour savoir ce que j'en pense. D'accord. C'est pour ça que je n'en parlerai pas dans ce numéro. Avec Murray de Flight of the Conchords. Voilà, il y a des trucs bien, mais
me suis endormi 2 fois devant, donc c'est... C'est mauvais signe. Mais Non, mais là... je sais pas si c'est donc parce que une j'étais série fatigué ou pas. c'est une série qui te barbe, donc. Ouais, effectivement. Non, mais pour Endgame, j'avancerai un peu et je vous dirai, en espérant qu'on ait une fin et qu'on soit pas comme Blacklist à avoir une 10e saison d'annoncer et qu'on sait toujours pas qui c'est le héros. Et voilà, moi ça me fatigue. C'est pas le père de l'autre, en fait. C'est toujours pas le père de l'autre. Ah non, on sait que c'est pas son père. Ils font chier quand même. Voilà. En fait, le truc, c'est que toi, tout le monde a dit sur Internet, ah ouais, mais c'est facile, c'est le père de l'autre. Genre au tout début de la saison de la série, puis ils ont fait, non, ce sera pas lui. Donc ils sont là en train de ramer depuis 10 saisons, genre, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais c'est ça, c'est... Mais du coup, c'est... Son non, oncle, je te dis... son parrain... Mais non, c'est sa mère qui est devenue transgenre, moi je dis. Et alors là, il y en a un qui arrive comme ça, il fait, moi je sais, le gars, il travaille pour le hémisphère. Emergency Hémorroïde Action Team. Alors, tu lui m'envoies un message. C'est toi qui as commencé. Catherine Oxenberg, donc, qui était dans l'agence Acapulco. Ah oui. Par rapport à ce que je t'ai envoyé. Oui. Sharktopus versus Whale Wolf. C'est exactement ce que tu imagines. Parce que je viens de voir un truc qui passait, un film qui s'appelle Sharkula. Sharkula, je viens de le voir aussi. Et donc je me suis dit, je ne peux pas m'empêcher, il faut que je l'envoie à Elodie. Et elle m'envoie Catherine Oxenberg, dont on vient de parler dans Agence Acapulco, jouée dans Sharktopus versus Whale Wolf. Et voilà, c'est une baleine loup. C'est une baleine loup. C'est surtout un requin à tentacules et une baleine garou. Une baleine garou. Une baleine garou. Ouais. Elle chante. Les deux ont sorti la grande voile. Et ils ont glissé sous le vent. Ils ont pas pissé sous le vent. Non, ça c'est dangereux. Il faut surtout regarder dans quel sens. Bah oui, sinon tu te prends dans la gueule. C'est un peu con. Alors, bon. Respiration. Nous allons chercher quelqu'un qui est un peu au niveau de Sharkula. Un peu. C'est une docu-série qui s'appelle Genius. Hein, wink wink. A Kanye Trilogy. C'est ça. Et donc ça parle du Sharkula du hip-hop. Hein. Ça parle de Kanye West, qui s'appelle maintenant Ye. Mais juste Ye. Voilà, Ye. Ouais, c'est le charculé, quoi. C'est ça. Vu qu'il aime bien faire dépenser de l'argent, beaucoup d'argent à ses fans crédules. C'est ça. Enfin, en l'occurrence, sa dernière trouvaille, c'est que le dernier album ne passe pas par les plateformes de streaming, étant donné qu'il touche beaucoup trop peu de thunes, et que comme c'est un pionnier et qu'il veut faire avancer la cause des artistes à travers le monde, il a rien trouvé de mieux que de le vendre sur son propre appareil qui s'appelle le Stem Player, qui ressemble en fait à une petite enceinte portable que tu achètes que tu achètes 200 balles, en fait, $200 ce truc, et il a chargé l'album dessus, et il va probablement charger d'autres sons dessus. Donc voilà, ça c'est les dernières choses. Alors Genius, c'est quelque chose qui a été présenté à Sundance et qui est dans les cartons depuis plus de 20 ans. Et en fait, c'est un réalisateur de 20 ans ça fait 20 ans en fait que les 3 épisodes de Genius en fait étaient en train d'être travaillés. Donc ça a été annoncé comme docu-série Netflix à l'automne dernier par surprise. On savait qu'il avait été filmé, mais on savait pas qu'est-ce qu'il allait être fait, s'il y aurait quelque chose qui en serait fait un jour. Donc en fait c'est Coody Simmons qui est un des meilleurs amis de Kanye West, et donc quelqu'un qui le connaît depuis son plus jeune âge. Qui était un stand-up avec pas trop de succès, qui était aussi un présentateur d'une émission de télé locale qui s'appelle Channel Zero, qui était sur la télé locale à Chicago, et qui parlait de hip-hop. Et en fait, donc il explique qu'au départ, Kanye West a été sur un des sujets de son émission, comme beaucoup d'autres rappeurs de Chicago. Et à l'époque, en fait, la scène de hip-hop de Chicago n'était pas du tout... elle était très très snobée, en fait. Elle n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc les 2 premiers épisodes principalement vont suivre Kanye West
alors que il est en train de vraiment battre la campagne pour non seulement avoir le droit d'enregistrer son premier album, d'être signé sur le label de Jay-Z qui était Rockefeller, en fait, qui n'était vraiment pas la destination idéale pour lui, et le documentaire était censé s'arrêter au moment où il a le Grammy, enfin il a de multiples Grammy Awards pour College Dropout. Alors pourquoi c'est aussi intéressant? C'est que le documentaire, en fait, pour les fans du hip-hop et bon, surtout pour quelqu'un qui suit Kanye West depuis ses débuts, donc moi, bonjour, c'est moi. Hello. Oui, ça va? Tu vas bien? Ouais. Ça va, toi? Ouais, mais bien, merci. Moi, j'en parlerai pendant des heures, hein, de Kanye West d'il y a 20 ans. Donc c'est très intéressant parce que toutes les archives qui ont été accumulées, le fait que son meilleur ami, en fait, enfin un de ses amis proches, avait une caméra tout le temps pour vraiment filmer en documentaire, avoir le maximum de choses. Non seulement ça lui a permis de réaliser le premier clip, qui était le clip de Through the Wire, qui raconte en fait sa détermination à continuer à rapper alors même en fait qu'il a eu un accident presque fatal et que donc en gros il s'est fait opérer de la mâchoire et que en fait il a enfin voilà, en gros il a un empêchement en fait au niveau de la mâchoire alors même qu'il rappe le morceau. Et ça, toutes les archives en fait qui devaient servir pour le documentaire, en fait elles ont servi pour voir son parcours jusque-là et faire le premier clip qui l'a ensuite amené numéro 1 sur MTV et BET, en fait. C'est vraiment le clip de Through the Wire plus que la chanson en elle-même qui a permis de le faire enregistrer son premier album. Donc en fait, on pense que le Kanye de 2022, en fait, ou que voilà, l'ex-mari de Kim Kardashian, le mec qui est avec des ressources infinies, avec une très grande gueule, avec une campagne présidentielle ratée, mais en gros, en fait, on nous rappelle en fait son origin story, on nous rappelle à quel point il était proche de sa mère, on lui rappelle beaucoup de choses comme ça, et c'est aussi le regard très très tendre d'un de ses meilleurs amis sur un artiste en fait qui essayait juste de percer alors qu'il y avait pas mal de choses qui étaient contre lui. Ce qui était avec lui, c'était le fait que c'était un producteur de hip-hop brillant, mais il faisait que des instrus. Et en tant qu'artiste, en fait, il n'y avait rien qui était gagné pour lui. Et le truc, c'est que c'est extrêmement bien restitué. C'est très très bien monté. Il y a énormément de choses qui se remettent ou qui se mettent en place pour les gens qui ont aimé ou qui ont écouté des milliers de fois le premier album de Kanye West qui était College Dropout. Il y a plein de choses en fait qui font sens au moment où on regarde ça. Et donc ça rappelle en fait aux fans lambda en fait pourquoi en fait ils sont devenus fans de ce type-là qui était à bien des égards déjà insupportable à l'époque. Et le problème principal avec Genius, c'est que c'est malheureusement c'est une docu-série qui ne sait pas vraiment se terminer, étant donné que le troisième épisode voit donc les 15 dernières années en fait et les moments où donc le réalisateur a pu se remettre en contact avec Kanye et en gros adresse de plus ou moins directement les problèmes de santé mentale qu'il a et le fait qu'il est devenu un tout petit peu prisonnier de son propre ego et de ses propres ressources et il a plus vraiment de défi à lui-même. Et donc c'est quelque chose où même c'est même quelqu'un qui, enfin le Cody Simmons qui est le réalisateur évite un tout petit peu la controverse. Donc en fait les gens qui, on va dire, cherchent de la controverse et cherchent voilà, des rants totalement dingues de Kanye West, ils vont pas l'avoir avec le troisième épisode, mais ils vont avoir une espèce de mini-contextualisation qui finalement ne va convaincre que le réalisateur du documentaire, c'est que ce que l'on voit de Kanye West en 2022, ça a toujours fait partie de lui, c'est une partie de lui tout comme la partie génie artistique, on va dire, l'est. On voit aussi que c'est quelque chose, c'est une docu-série qui est assez spirituelle aussi, puisque en gros,
Donc le réalisateur est devenu proche de sa mère, donc il a été à l'enterrement de la mère de Kanye West. C'est aussi quelqu'un en fait qui adresse en fait sa propre le fait qu'il a grandi un tout petit peu à l'écart de Kanye West, et donc il a recroisé un tout petit peu, mais sa vie avait changé entre temps. Et c'est quelqu'un en fait qui se rapproche le plus de Kanye avec avec son côté spirituel, avec le fait que les deux sont des fervents croyants qui croient en Dieu, et donc tout le virage catho de Kanye West en fait est totalement bien adressé et donc mis en valeur. Le truc, c'est que on sait toujours pas en fait si c'est plus ou moins donc une opération de promo déguisée pour, on va dire, relancer la carrière de quelqu'un qui est vraiment parti dans un délire où vraiment très très peu de gens de fans de hip-hop ont tendance à l'adouber en 2022, ou si c'est vraiment voilà, un projet. En fait, le truc avec Genius, et c'est pour ça que je le recommande, c'est que en termes de tournage et en termes d'identité, c'est un documentaire qui a vraiment une identité et des idées qui sont très très fortes malgré le sujet, quoi. Déjà, le sujet se suffirait à lui-même, mais il y a vraiment une grosse réussite créative en fait dans la manière dont tout ça s'est agencé en fait. Donc voilà. Ok. Et donc ça, tu peux le trouver où? Les 3 épisodes sont sur Netflix et ça fait 1h30 chacun. Voilà. Ok, très bien. Donc c'est marrant que tu parles de Through the Wire parce que moi, il y a un morceau que j'aime beaucoup et en fait, j'ai appris il y a peut-être 1 an ou 2 qu'en fait, ça a servi de sample à Through the Wire. C'est un morceau de De Chaka Chaka Khan, Khan qui s'appelle True the Fire. Through the Fire, que j'aimais vraiment beaucoup. Et puis, je me suis retrouvé en fait sur une playlist où, comme on peut trouver plein de playlists avec le sample et les morceaux qui l'ont samplé. Et j'étais surpris. Et puis finalement, en fait, celle-là, elle passe très bien parce que il y a des trucs que j'ai écoutés de Kanye West parce que je suis pas très fan, voire pas fan du tout de la personne, et je pense que c'est souvent ça qui pose problème avec le public, et qui peut aussi attirer du public en fait finalement. C'est que bah, voilà, je trouvais ça assez sympa. Moi, juste pour la curiosité, peut-être que j'irai plonger là-dedans, voir un peu ce qu'ils ont à raconter. Mais si tu dis que le 3e épisode est un peu Je pense que du mal à terminer. je pense qu'enfin voilà, enfin si les gens en fait ne veulent pas, on va dire être mis au défi ou être un tout petit peu dans le malaise, en fait, il faut s'arrêter un tout petit peu au 2e épisode. Mais D'accord. c'est le problème en fait, c'est que heu, enfin le réalisateur essaie aussi de dire que psychologiquement en fait la perte de sa mère en fait a totalement fait perdre les pédales à Kanye West, ce qui peut s'entendre à la fois et peut ne pas s'entendre. Et c'est quelqu'un aussi qui a été totalement qui a probablement été bouffé par le fait que auparavant, comme il le disait lui-même en fait dans les archives, en fait, il n'a absolument rien. Comme il est venu d'absolument rien, en fait, il a dû gruger, et là maintenant, comme le monde lui a été offert, même dès le deuxième épisode, dès le deuxième album, en fait, il a toutes les ressources à sa disposition. Il a John Bryan, il a tout ce qu'il veut, et après, ça devient une méga superstar à partir du 3e album. Tout ça, c'est en l'espace de 3 ans. Et dans ces 3 ans-là, en fait, le réalisateur n'arrive plus à filmer, tout simplement parce qu'il devient, c'est une météorite, en fait. Il devient une espèce de superstar, et il devient, en fait, son idole. C'est-à-dire, il devient au niveau de célébrité de Michael Jackson, en fait. Et le truc, c'est que ce qui manque, et ce qui, d'ailleurs, enfin, le réalisateur en profite pour nous rappeler que voilà, c'est son regard sur lui, mais ça parle aussi de sa propre vie et de sa propre relation à Kanye West. Mais le truc, c'est qu'il manque quelque part une dizaine d'années en fait d'archives en fait. Donc en gros, pour bien faire cette docu-série, en fait, elle aurait dû faire 6, 8, 10 épisodes, tu vois, Ouais. pour vraiment adresser voilà l'artiste que c'est devenu et me remettre en contexte tout ça. Mais c'est vraiment, c'est pour te dire à quel point c'est bien foutu. C'est que le 3e épisode n'a pas le temps d'adresser toutes les controverses qu'il y a là, ce qui fait que tu as en fait plein de petits extraits qui sortent des petites idées en fait. Donc tu as des extraits de talk show, tu as des extraits d'actualité, etc. Pour te dire voilà pour te dire le temps qui passe, et pour te dire comment le public se retourne contre Kanye, quoi, tu vois. Ouais. Donc avec Taylor Swift, avec des choses comme ça. Mais ça dure que 2 minutes. C'est très très bien foutu, mais tu sens aussi que ça manque. Ouais. Ok.
Donc tout ça, c'est sur Netflix. Alors, on part de Netflix et donc moi j'ai regardé des choses. J'ai regardé Our Flag Means Death. J'ai regardé 3 épisodes, mais je sais pas. Je pense qu'il faut que je réessaye. J'étais peut-être pas en forme non plus. Premier épisode m'a pas super convaincu, mais voilà, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Par contre, j'ai commencé Reacher sur Prime Video. Donc Reacher, dont on a déjà eu un film. Deux films, effectivement. Le deuxième ne compte pas. Hein. D'accord. Mais donc voilà, c'est film avec Tom Cruise, mais tiré d'un livre donc de Lee Child. De Lee Child, et c'est tiré donc de Killing Floor, donc du fond de l'abîme en français que vous pouvez trouver. Donc Jack Reacher, et on est donc sur 8 épisodes d'à peu près 50 minutes. Alors c'est une création de Nick Santora, et on a je retrouve le nom parce qu'à chaque fois je l'oublie. Tad Castle. De quoi? Tad Castle. Non, Alan Richardson pour Jack Reacher. C'était Tad Castle dans BMS. Voilà. C'est quoi BMS, Elodie? Blue Mountain State, c'était un high school drama, mais c'était très con. Très con. Mais c'était très bien. Aux dernières nouvelles, c'était sur Amazon. Je sais pas si ça y est encore. Dernière nouvelle, oui. Je pense que faudrait que je revérifie, mais oui, c'était. J'avais déjà vu ça là-dessus, effectivement. Donc on a Alan Richardson qui reprend donc le rôle qui était. C'est pas la même carrure non plus que Tom Cruise. Et puis surtout, là, on est dans une vision différente en fait des films. C'est opposé à ce que nous proposait le film. Enfin, les films. Là, on est plus proche donc du livre. D'ailleurs, niveau production, Lee Child y est évidemment et bien appuyé. Et donc, on parle d'un ancien membre de la police militaire, donc Jack Reacher, qui donc a quitté l'armée et qui voyage, de petit boulot en petit boulot globalement. Et il va se retrouver dans la petite ville de Margrave en Géorgie, et il va être arrêté pour un crime qu'il n'a pas commis. Et de cette arrestation va découler une affaire justement de meurtre dans tous les sens, de choses bizarres qui s'y passent, des choses qui vont être même très proches de notre bon Jack Reacher, qui globalement m'a fait penser à un Schwarzenegger du début de carrière, dans sa carrure et dans sa façon de jouer. C'est une chose, c'est bien hein, ce que je veux dire par là, c'est pas c'est pas une critique du tout. Et globalement, voilà, j'en entendais parler, puis Jack Reacher, oui, j'avais vu le film, le premier, le deuxième j'ai pas vu. Et je me dis tiens, je vais regarder ça a l'air de tabasser pas mal, ça m'a l'air de me faire penser à Banshee, que j'avais vraiment beaucoup aimé aussi, c'était chez Cinemax. C'est ça. Sur OCS en France. Pardon ? Sur OCS en France. Sur OCS en France, voilà, avec maintenant le gars qui est dans justement comment ça s'appelle encore la série de super-héros là, The Boys, voilà. Comment il s'appelle, je sais plus, le blond, enfin les noms aujourd'hui je m'en souviens plus, alors bref. De toute façon voilà, je me suis dit tiens ouais pourquoi pas un truc un peu où ça tabasse, un truc divertissant, et c'est ce que j'ai. Ça va pas chercher plus loin que une enquête policière avec un gars qui est super intelligent, qui est vraiment très très observateur, qu'on a envie de suivre très très vite en fait. Il a un capital sympathie très élevé. Il a du calme jusqu'au moment où il va casser des bouches ou crever des yeux. Mais c'est ça. Voilà, les 2 premiers épisodes, là, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance lumineuse de la Géorgie, l'ambiance musicale teintée de rock et de blues bien, bien sympa. Parce qu'à la base, Jack Reacher s'est retrouvé là-bas parce qu'il venait voir où était mort son chanteur de blues préféré. C'est un peu con, c'est un peu dérapé, quoi. Un tout petit peu dérapé. Et on a une série qui d'épisode en épisode, va essayer de démêler tous les fils de cette affaire au fur et à mesure, avec des punchlines toutes les 5 minutes, et vraiment une façon de mettre en image un espèce de procédural, en fait,
mais de façon juste magistrale. Vraiment. Niveau lumière et images, les plans, tout ça, j'ai trouvé ça super beau et super bien fait pour finalement une enquête qui peut-être sent déjà un peu le déjà vu, mais on s'en fout. Parce qu'on a envie de savoir où ça va mener, on a envie de le voir défoncer des gueules et en même temps être un cœur tendre. Mais pas trop quand même, faut pas déconner. Mais voilà, donc ça, Jack Reacher sur Prime, je suis en suis au 2e épisode, je me suis arrêté parce qu'en fait j'avais d'autres choses à faire, mais sinon j'aurais bien continué, et je vais continuer jusqu'aux 8 épisodes ici, donc c'est arrivé le 4 février, donc il y a un mois, sur Prime Video. La VF est très bonne, ça faut le noter, voilà. Je regarde, j'ai vérifié un peu dans les deux, et franchement la VF se tient là. On a aussi un peu le retour sur l'enfance de Reacher. Est-ce qu'elle défile en bikini? Non, il n'y a pas de Ok, bikini. dommage. Par contre, on le voit torse nu. Beaucoup. Non, mais je parlais de la VF, hein, je parlais pas de... Ah non, elle La défile VF est pas. très bonne. Hein. Voilà. Non, elle n'est pas très bonne dans ce genre-là, non. D'accord. Elle est juste bien faite. Enfin, ça revient au même, quoi. Donc, là où il faut, en fait. Ouais, là où il faut, quoi. D'accord. Bien huilé. Okay. Voilà. Comme Fabio. Ouais, bah, sauf que là, lui, il est plutôt... Ouais. Fabio, il est plutôt imberbe, alors que notre bon Reacher est plutôt poilu. D'accord. Voilà, si vous aimez les armoires à glace poilues, ce sera pour vous aussi. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment... Il n'y a rien de plus à dire là-dessus, si ce n'est que c'est simple, mais ça fait le boulot, et c'est efficace, et ça marche bien. Et on y croit. De bout en bout, on y croit, et on a le côté un peu cracra que pouvait avoir Banshee aussi par moment. Donc moi, ça me fait plaisir, parce que Banshee, personnellement, j'avais beaucoup aimé à l'époque. Voilà. Et que maintenant, on ne peut plus trouver... peut-être encore sur OCS, mais... je crois que c'est sur OCS à la demande, et c'est aussi en DVD, en fait. Il y a l'intégrale en DVD. Et Blu-ray, je pense aussi. Donc ça, c'est à découvrir. Par contre, moins torse nu, poil, etc. Quand même, hein. Mais un tout petit peu. On a Shining Vale, qui est arrivé sur Canal+. Voilà, sur Canal+, en France, avec un doublage dès la sortie. Starsplay. Non, c'est toujours Starsplay. Ah, parce que moi, quand j'ai regardé sur Just Watch, il disait Canal+. C'est Starsplay. Parce que Canal+, en fait, distribue Starsplay, donc quand tu le vois sur Just Watch, en fait, ce qui est sur Canal+, c'est toutes les autres plateformes, mais c'est toujours Starsplay. Voilà, donc Starsplay, qui, en tout cas, voilà, c'est une série qui est arrivée donc le 6 mars 2022, où on a, c'est une création de Jeff Astrof et Sharon Horgan. Donc Jeff Astrof, Trial and Error, je pense qu'on vous a assez bassiné avec le monsieur. Vous avez aussi une interview qui date maintenant un petit peu, mais que vous pouvez toujours écouter. Et donc là, on est sur une série de comédie horreur. C'est un concept. C'est un concept, d'autant plus que pour la part horreur, on n'est pas dans la parodie comme pouvait l'être Trial and Error. On n'est pas non plus dans le côté Leslie Nielsen, etc. C'est beaucoup plus fin dans l'humour. Il y a des gags sur la longue traîne à quelques endroits. C'est dans les textes et dans les situations, il y a des choses très drôles, mais il y a aussi des choses qui font boue et font peur un peu. Mais c'est pas non plus la série, en tout cas pour les 2 premiers épisodes de 26 minutes. C'est pas la série qui est là pour vous faire vraiment flipper. C'est pas mal de jumpscares, des choses étranges qui se passent. Voilà, on est dans le clin d'œil à la série sur Netflix, là, le manoir... The Haunting of Bly Manor. Ouais. Voilà. On est plutôt dans ce genre-là de clin d'œil. Donc on a Courtney Cox, Greg Kinnear dans les 2 rôles principaux, mais on a aussi Mira Sorvino et Dylan Gage au cast. Et donc sur ces 2 épisodes-là, donc on voit la famille Phelps, qui est une famille plutôt dysfonctionnelle. Patricia, qui est jouée donc par Courtney Cox, est une écrivaine, mais qui a du mal à trouver son nouveau roman. Elle a écrit
romans torrides sur l'émancipation des femmes, mais plus c'est avancé, plus il y a eu des problèmes de dépression, d'alcool, des problèmes de libido jusqu'au moment où elle a trompé son mari, clairement. Et pour partir de tout ça, on a justement Terry, donc son mari, qui lui dit on va revendre tout ce qu'on a ici en ville et on va aller donc dans la petite bourgade de Shining Vale acheter cette maison étrange qui n'a pas été habitée depuis 2 ans et voilà, qui ressemble à un manoir aussi, et recommencer tout depuis le début, faire une thérapie aussi. Toi, tu vas finir ton roman, moi je vais faire le voyage au boulot, puis en fait on va tout recommencer de zéro et ça sera bien. Et en fait, très vite, elle va commencer à avoir des hallucinations. Sachant qu'elle est sous médicaments par rapport à sa dépression, on se demande si elle les voit vraiment ou s'il n'y a rien du tout. Elle est la seule à voir ces trucs-là pour l'instant. Ça lui crée quand même pas mal de soucis et des inquiétudes de son mari. Et donc on a voilà, la situation comique est là-dedans, c'est-à-dire que elle va voir des choses que les autres ne vont pas voir, et ça va créer des trucs entre l'humour et l'horreur, plutôt le frisson que l'horreur, hein, parce que pour l'instant j'ai pas vu de trucs vraiment dégueulasses ou quoi que ce soit, à part un chien qui fait caca sur le parquet, mais ça d'ailleurs ce chien-là nous permettra quelques gags bien sentis et surtout superbement en fait intégré dans l'horreur. C'est à aucun moment le côté de l'humour, même si ça nous fait rire, va nous faire oublier qu'on est dans un truc où il y a des éléments d'horreur. Franchement, c'est un tour de force d'écriture et de mise en scène dans les plans, dans les lumières, de réussir à faire un truc qui va te faire rire, et puis 5 secondes après va te faire sursauter parce que t'étais pas sur tes gardes, quoi. Donc là, sur 2 épisodes, je pense qu'il y en a aussi 8 qui sont prévus pour cette première saison. C'est ça. Sur 2 épisodes, j'étais directement accroché dès les 5 premières minutes. Et c'est pas parce que c'est Jeff Astrof. Non. Courtney Cox est vraiment excellente dedans. Greg Kinnear, il fait du Greg Kinnear et ça me va très très bien. Et puis les autres personnages, on commence à les découvrir un peu. J'ai eu la surprise de voir Sherilyn Fenn aussi dedans, qui est donc la personne qui leur a vendu la maison. Donc c'est toujours un plaisir de voir justement Sherilyn Fenn dedans. Mira Sorvino qui est aussi, elle joue le rôle de Rosemary. Et voilà, c'est pas vraiment un spoil, mais c'est l'apparition. Hein, voilà. Donc on a vraiment des choses assez sympas, et je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, je m'attendais à une parodie, comme il nous a habitués jusque-là. Et en fait, on a un nouveau genre. Je connais pas beaucoup de genres qui font de l'humour et de l'horreur en même temps, sans tomber dans la parodie. Donc franchement, là, chapeau bas. Vous pouvez le voir de façon légale, en plus. Et si jamais la version originale vous convient pas, la version française existe. Et elle n'est pas trop mauvaise, si ce n'est que ce n'est pas la même comédienne de doublage habituelle de Courtney Cox. Donc vous attendez pas à entendre la voix de Monica. Et je pense que d'un côté, c'est pas plus mal. Ça créerait peut-être une petite distance un peu trop forte, quoi. Donc j'essaie de pas vous spoiler quoi que ce soit, parce que ça va à la fois dans les effets de peur et les effets de rire, mais suivez le chien. C'est un tout petit chien, une espèce de boule de poil, mais suivez-le. Vous allez voir que il va vous faire rire quand même pas mal de fois. Voilà. Donc ça, c'est Shining Vale, c'est arrivé donc la semaine dernière, et donc pour l'instant, il y a 2 épisodes disponibles. Voilà. Personne d'autre l'a vu? Malheureusement pas. Ni prévu de le regarder? Oh si. Non. Oh que si. Non? Pourquoi non? Moi, les trucs qui font peur, c'est non. Et l'héroïne dépressive et alcoolique, c'est compliqué pour moi, donc non, ce sera pas pour moi. Oui, après, faut pas non plus, c'est pas non plus dépressif comme on a dans les dramas habituels. Hein. Là, on est plus sur le côté limite psychotique, mais sans non plus tomber dans le pathos. Donc,
il y a un équilibre qui est là quand même pour pas non plus toujours trop tomber dans l'horreur. Donc, franchement, c'est une belle surprise jusque-là et j'ai hâte de découvrir la suite. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des recommandations. Elodie, tu n'avais rien mis dans le Trello, donc je suppose que non. Non, j'attends d'en avoir un peu plus avant de vous le recommander. Alors, niveau actu, on va faire rapidement. Il y a des petits trucs qui sont passés par-ci, par-là. Avant qu'on fasse le reste que tu avais noté, en fait, en actu, Ouais. pendant qu'on enregistrait, il y a un gros truc qui est tombé, qui n'est pas confirmé, mais bon, enfin, c'est tout comme vu le pédigré. Dans la série adaptation de jeux vidéo, je demande God of War. Et Ouais. apparemment, Sony Pictures est en train de vendre une série God of War à Amazon. Là aussi intéressant, c'est que c'est le producteur exécutif de The Wheel of Time qui est producteur exécutif sur ça, mais c'est surtout apparemment la prochaine série des showrunners de The Expanse. Voilà. Donc D'accord. des deux showrunners de The Expanse en fait qui seraient chargés de faire la série God of War, et étant donné que c'est la grosse tendance entre Assassin's Creed, Last of Us, Halo, etc., Uncharted également, voilà quoi, je pense que ça va être annoncé officiellement assez rapidement. Voilà. Ok, donc God of War, à suivre ou pas. On verra. Par contre, dans tout ça, j'avais noté donc des annulations que vous avez sans doute déjà vu passer, mais on va les répéter. The Big Leap et Ordinary Joe qui sont annulés donc, donc chez Fox et NBC. Oh là là, quelle surprise! Après une saison, mais ça depuis l'arrivée des pilotes, enfin de la saison des pilotes, on le sentait. C'était couru, quoi. Ils étaient marqués du sceau du Cancel Bear, hein, bien connu. C'est Voilà. mon cousin d'ailleurs. On a la date de saison 2 sur Netflix de Russian Doll. Parce que oui, la série existe toujours. Et oui. Et elle arrivera donc le 20 avril sur Netflix. Oui. Voilà, et enfin, elle a juste mis 140 ans à être produite à cause du Covid, mais elle était tournée. Voilà. Et en attendant, Leslie, je suis pas sûr qu'il y ait une saison 3, étant donné que Leslie Headland a dégagé pour se faire commander une série d'action Star Wars chez Disney+, donc je suis pas forcément sûr que... En tout cas, elle sera pas derrière, ça c'est sûr, si jamais c'est repris. Alors par contre, il y en a qui ne savent pas mourir, mais vraiment pas. C'est Walking Dead, avec un nouveau spin-off centré sur Negan et Maggie, qui vient d'avoir le feu vert de AMC. Maggie et nos idées ont du génie. C'en est pas une. Alors par contre, chez ABC, on a l'après This Is Us avec Milo Ventimiglia qui va justement être la tête d'affiche d'un pilote ABC dans Conman in Love with a CIA Agent, le titre le plus long du monde. J'espère qu'ils vont changer ce titre. Donc voilà, c'est l'arnaqueur amoureux avec un agent de la CIA. Je vous le fais le titre québécois. Non, c'est pas ça. Ce serait l'arnaqueur en amour, pour le faire à la québécoise. Oui. L'arnaqueur cœur. Énamouré. Énamorame. Voilà. Donc, qui est signé là-dedans. Et donc, on a... voilà, le plot serait une nuit d'amour et de passion va justement lier cet arnaqueur, donc joué par Ventimiglia, avec une agent sous couverture. Clin d'œil. Hein. Donc agent de la CIA sous couverture, donc Emma, et donc voilà, ça va être un petit peu le Mr. et Mrs. Smith, le machin, genre ils se recherchent l'un l'autre, enfin bref, un truc un peu classique. Si c'est bien fait, pourquoi pas, mais pour l'instant le plot c'est je sais pas ce qu'il y a Milo Ventimiglia, parce que sinon on s'en foutrait un tout petit peu, n'est-ce pas? Le reboot de Code Quantum, donc Quantum Leap, a trouvé la personne qui va succéder à Scott Bakula. Oula. En la personne de Raymond Lee. Je sais pas qui c'est. Mais tout le monde l'aime, hein. Tout le monde aime Raymond. Sauf que justement, lui, il joue dans Kevin Can Fuck Himself, donc c'est pas tout le monde l'aime.
qui se trouve sur Amazon Prime. Oui. Faut Et pas qui est oublier. vachement bien. Et qui est vachement bien. On vous l'avait déjà dit dans le podcast. Voilà, donc ça, je vous le reprécise. Et non seulement c'est vachement bien, mais ça va être, ça a été renouvelé pour une saison 2 qui sera également la dernière. En même temps, vu Fini. l'histoire. Voilà. Oui. Voilà, en Ça même temps, vu pouvait pas l'histoire, durer très longtemps. non, effectivement. Et donc, il jouerait donc un successeur spirituel du docteur Sam Beckett. Donc, il jouerait le docteur Ben Song. Voilà. Donc, qui travaille justement un peu dans le même genre de situation. Comme ça, c'est plus simple. Il n'y a plus d'acteurs de base. C'est juste le concept qui est gardé. Aux États-Unis, Disney+ va proposer une offre moins chère, mais avec des pubs. Arrivera pas chez nous, on ne sait pas. Il y a peu de chance. Hein. Ah non, si, il y a toujours de la chance. Le truc, c'est que pour l'instant, les plateformes avec pub en France, c'est pas trop ça parce que ça existe. Il y a Pluto et une plateforme avec pub où tout est gratos, mais il n'y a pas grand monde qui regarde Pluto, quoi. Non, effectivement. Et donc le dernier truc, et ça je l'ai gardé aussi pour toi, Florian, encore un spin-off des Muppets. Encore un, ils savent pas quoi faire des Muppets, mais tellement pas en fait, ça en est triste. Ah, c'est une catastrophe, mec. C'est une catastrophe. Et donc ça s'appelle The Muppets Mayhem, et c'est une comédie centrée sur le Dr. Teeth et The Electric Mayhem, donc le groupe bien connu du Muppets. Et donc on aurait justement voilà une série pleine de musique et de rire, voilà, avec Lily Singh qui jouerait donc le rôle principal donc de Nora, le rôle principal en tant qu'humain dans cette série. Et c'est écrit par Adam Goldberg, donc qui est sur The Goldbergs. C'est ça, qui est créateur de The Goldberg, qui a 9 saisons sur ABC et qui avait un overall deal avec ABC Signature depuis 2 ans. Et donc du coup, voilà, il cherchait des gros trucs, donc on lui a proposé un gros truc. Voilà. Donc j'avoue que j'ai encore la sitcom Workplace Comedy qui me reste en travers de la gorge. Alors, tu n'as rien vu. Est-ce que tu avais vu Muppets Now, Frédéric ? Si, mais ça n'existe pas. Voilà, donc malheureusement ça existe et enfin j'ai pas vu, je pense que c'est la médiocrité ambiante de Muppets Now que je refuse de dire à quel point c'est à chier. Je pense que c'est juste médiocre, en fait, c'est médiocre passable, mais ça se laissait regarder parce que c'est quand même extrêmement compliqué avec les Muppets que ça tombe à 100% à plat, mais vraiment c'était vraiment pas bon. Et le truc, c'est que c'est ça qui m'a fait que je n'ai toujours pas regardé le spécial Halloween des Muppets parce que c'est terrifiant. Alors, je l'ai vu. Ouais. Ok. J'étais à la fois gêné et parfois je riais. D'accord. Mais c'est pas les Muppets que j'aime forcément. Il y avait des trucs très drôles, c'est vrai, mais c'était un peu laborieux pour une durée relativement courte. Ouais, mais le truc, c'est que les deux derniers films Muppets arrivaient quand même à se débrouiller super bien, quoi. Enfin, même au niveau des chansons, quoi. Et le truc, c'est que depuis que... Ah, mais là, niveau chanson, par contre, ça se passe bien, quand même. Ouais. Et le truc, c'est que depuis que donc il y a Disney+, Disney, de toute manière, comme il contrôle les Muppets, il refuse, on va dire, de lâcher l'affaire. Hein. Et en fait, ce que l'article qui explique la commande du spin-off explique aussi, c'est que il devait y avoir une autre série vraiment Muppets normale qui devait être commandée avec Josh Gad, qui a été mise de côté, mais elle a été mise de côté à cause de problèmes créatifs, mais elle a aussi été mise de côté parce que en interne à Disney, c'est quelqu'un d'autre qui a récupéré la licence Muppets, en fait, parce qu'il y a Muppet Studio, en fait, qui est contrôlé par Disney, et il y a quelqu'un à Disney qui contrôle ça. Et maintenant, la personne qui a récupéré ça, elle s'occupe aussi du live entertainment, en fait. Donc, en fait, chacun se file la patate chaude. Hein. Et du coup, c'est pas... donc, du coup, Muppets, en fait, c'est pas comme Kevin Feige avec Marvel et Pete Docter avec Pixar, etc. et tout. C'est juste un mec, en fait, qui a été placé là et qui a récupéré ça. Le truc, c'est que
les Muppets, à la base, c'était une entité, c'était un vrai studio, c'était avec des créatifs, etc. Et tout. Et pour l'instant, c'est totalement la grosse débandade avec des mecs en fait qui arrivent, qui veulent jouer les petites cheftaines. Et la raison pour laquelle ça continue à tourner, c'est que Disney, ça coûte beaucoup trop cher de ne pas exploiter la licence Muppets. Donc en fait, on en est là, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, ils ne savent pas quoi en faire, et s'ils n'en font rien, ils perdent de l'argent, donc... Ouais. ils C'est ça font qui n'importe quoi. est totalement regrettable, quoi. C'est que ils peuvent, enfin, cette série, comme d'autres séries, elle peut être mise en pause ou Lily Singh, elle peut partir. D'ailleurs, je croise les doigts pour qu'elle parte parce que bon, c'est vraiment Ouais. pas, enfin, c'est pas un truc qui est assez attractif et il y a énormément d'autres jeunes comédiens qui demanderaient à être à sa place. Donc, c'est pas forcément contre Lily Singh, mais vraiment, voilà, quoi, essayer d'avoir une meilleure tête d'affiche que ça, quoi. Et le problème, en fait, c'est que dans les 3 ou 4 prochaines années, si cette série se plante, on ne sait pas ce qu'il va advenir des Muppets. On pense que ça va être rentré. Il y a souvent, je ne sais pas si tu vois passer ça sur Twitter, à chaque cérémonie des Oscars, là, les 2 dernières, comme il n'y avait pas de véritable host, enfin, on disait, mais laissez les Muppets être host. Et j'étais là, ben ouais, faites ça, quoi. Oui. Ils savent Parce que pas c'est en faire. parce que c'est ça. Non, mais ils savent pas en quoi faire. Mais ça serait une opportunité géniale de rappeler à quel point ils sont bons, quoi. Tu appelles les mecs qui écrivent les Oscars et tu leur fais écrire pour des Muppets, les mecs se déchaînent en fait. Donc c'est ça. Sur le papier, ça ne peut pas machin. Le seul problème, c'est que la seule raison pour laquelle je suis super OP pour que les Muppets fassent des hosts pour ce genre de truc, c'est parce que Disney, comme tu dis, ne sait pas quoi en faire. Ouais. Et c'est regrettable. Et le pire là-dedans, c'est qu'ils ne savent pas quoi en faire et ils ne veulent pas les lâcher. C'est triste à tellement de niveaux. Sachant que en parallèle, Jim Henson Studios en fait continue à développer des projets, continue à faire plein de trucs. Ils ont fait la série Dark Crystal qui était un des trucs les plus chers avec qui esthétiquement était splendide. Donc techniquement, il n'y a rien qui fait qu'ils ne pourraient pas le revendre à Jim Henson Studios, quoi. Ils ont le savoir-faire. Ouais. Là, c'est l'incompréhension totale. Bref. On va rappeler un peu ce qui avait été conseillé donc aujourd'hui. Donc pas Agence Acapulco, vous l'avez bien compris. The Endgame, Genius, Kanye Trilogy sur Netflix, Reacher et Shining Vale donc sur Prime Video et sur Stars Play. Voilà, vous avez de quoi regarder pour encore au moins une semaine, un mois, je sais rien, c'est comme vous voulez. De toute façon, il y a tous les épisodes de derrière qui vous attendent. N'oubliez pas donc le code promo zencaster.com dans la description. Et là, on ne fera pas le petit générique, merci s'il vous plaît. Voilà. Donc 3 mois à 30%. Et nous, ça nous rapporte des brousoufs. Donc ça nous fait plaisir. C'est comme ça. Et puis on vous donne rendez-vous, je sais pas en fait, dans 2 semaines, parce que je suis un peu perdu. Ça sera peut-être la semaine prochaine, j'en sais rien. En tout cas, on vous donne rendez-vous bientôt pour un podcast, celui-ci ou un autre. Vous commencez à nous connaître maintenant. Et n'hésitez pas aussi à nous soutenir sur utip.io/Monsieur Série. Les t-shirts, j'ai dit que je le ferai, je vais vraiment le faire, je le ferai demain matin. Voilà. C'est un nouveau t-shirt. Bon, le mot de la fin, Cécile. Choupette. Ok. Je suis en train de chercher le ok, mais oui. Élodie. C'est le nom de ma voiture, c'est tout. Ok. Bikini. Vas-y, dis bottom. Florian. Hémisphère. Ah, oui. Mieux. Hémorroïdes. Voilà. Sur ce, on vous souhaite de bonnes séries, une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne tout ce que vous voulez. Et surtout... Bonne diarrhée également. Bonne Jovi. Bravo. La blague de merde de fin. Allez. Ciao.